Et effectivement, ce retour de mission, des fois ça se fait tout de suite, des fois ça prend des années. Il y a ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Ça se passe mal, psychiquement, ça va plus trop. Tu l'as vécu, mais quand est-ce que tu t'en es rendu compte ? Alors, Tu ne te concernes pas, parce que ça va être la même question et je suis sûr que ça va pas être forcément la même réponse. donc moi c'est simple, c'est avant, je devais partir en mission. Et puis dans le week-end, j'ai un ami qui décède en mission. Et donc là, pendant mon week-end, très compliqué à encaisser. Et puis le lundi matin, je me repointe au boulot. Je suis avec les deux chefs de mission qui vont partir avec moi, l'OFOPS et le sous-OFOPS. Et en fait, je les vois qui s'engueulent devant moi. Et moi, je vois que je suis plus là du tout, quoi. Et donc, un quart d'heure après, je suis parti à l'antenne médicale. Je me suis assis avec un doc. Et je lui ai dit, écoutez, là, je dois partir, mais je me peux sens pas. ailleurs. Ouais, en fait, au fond de moi, voilà, je sentais que si je partais, je reviendrais pas. Je me sentais pas prêt. Je me sentais... Voilà, en fait, je captais plus rien de tout ce que j'avais de positif et de tout ce que j'avais en expérience. J'avais plus rien. J'avais tout perdu. Et puis, t'es face à tes peurs, en fait, tout simplement. Chose qu'on a toujours mis de côté toutes ces années, quoi. C'est assez bizarre parce que, en fait, toute cette formation te rend fort. Ça te blinde. Tu te dis, je suis quasiment invincible, je suis sûr de moi, je vais y aller, je vais y arriver, je vais tout faire. Et à un moment, tu as l'impression qu'on te dégonfle. Ouais, qu'on te dégonfle ou l'image du t'es un château fort parce qu'on t'a fait de toi une porte de château fort monstrueusement blindée. Et en fait, il faut comprendre que chaque chose qu'on fait en mission est un traumatisme. C'est une entaille, vraiment une véritable entaille un coup de bélier dans cette et donc là, dans porte de cette château porte, là, fort, c'est une entaille dans ton psychisme, quoi qu'il arrive. Donc t'as beau avoir, et elles vont être liées d'ailleurs aux blessures physiques, hein. J'ai eu des blessures physiques, tu t'en remets très rapidement sur les premières, tu te poses pas trop la question, puis en fait à un moment, tu as cette espèce de chose qui remonte, et puis là en fait à un moment ta porte elle est ouverte, et là il y a tout qui remonte, et tu es effectivement dans cette partie du trauma, et tu es post-trauma, et là tu es complètement à nu, complètement ouvert. Et donc toi tu l'as senti juste avant de partir en mission, alors que toi tu l'as vu quand que ça allait pas. Très sincèrement, on va pas se mentir, je l'ai vu des années avant. Quelques années avant, moi j'ai souvenir que sur une mission où on n'avait pas beaucoup de nouvelles, un soir dans la nuit, il m'appelle en panique, en crise d'angoisse. Et là je me suis dit, ça y est. Ça y est. Il y a quelque chose qui se passe pas bien, il n'est pas comme d'habitude. Comme si son armure venait de se détruire, en fait. Mais est-ce que toi, tu avais été un peu informé sur ce qu'était ce syndrome post-traumatique ? Aujourd'hui, on va même un peu parler du syndrome de l'opérateur. C'est autre chose. Est-ce que tu avais été informé avant là-dessus ? Ou en fait, c'est toi, le connaissant tellement bien que tu percevais certaines choses ? Alors, il y avait des deux. Il y avait des deux. C'est oui, effectivement, le fait qu'on se connaisse depuis très longtemps m'a alarmée sur son changement de comportement, que ce soit physique, émotionnel, psychologique. Et surtout, en fait, après ce retour à la maison, suite à cette mission où j'ai dit, il y a quelque chose. Alors non, je n'avais pas été informée. Je ne savais pas ce que c'était le stress post-traumatique, je ne savais pas ce qu'étaient les réviviscences, les cauchemars, flashbacks, l'hypervigilance surdéveloppée, cet enfermement, cette isolation, cet isolement, où vraiment, en fait, au retour, il n'était plus du tout le même. Ouais. Et je le connaissais depuis plus de 10 ans. Toi, tu voulais bien dire que c'est pas sa vraie nature, c'est vraiment qu'il y a eu un point marquant de rupture. Quoi, ouais. Alors, sur laquelle il n'a pas communiqué tout de suite, évidemment, en plus, incapable de le dire, puisque lui ne s'en rendait même pas compte, en fait. Et à partir de ce moment, moi, j'ai vraiment ressenti, au niveau de la famille, une urgence, on va dire. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il n'est pas normal, entre guillemets, il n'est plus lui-même. Et là, ça impacte, moi, notre relation de couple,
mais aussi notre relation de L'éducation de tes famille, enfants, oui. les enfants. Il est revenu d'une opération, impossible de faire de courses en famille, impossible de sortir, d'aller chercher les enfants à l'école, d'emmener une petite, pendant que j'étais au travail, d'emmener une petite chez le médecin. Impossible pour lui de faire des petites Des choses. fois, il y a l'acceptation du bruit aussi. Ah bah alors le Tu vois, bruit. les enfants qui jouent, c'est normal, mais tu hurlements, l'acceptes les plus. cris, Tu le supportes plus. Les cris d'enfants, on supporte Les cris plus. d'enfants, ouais. Le bruit d'un ventilateur, ça te rappelle un hélicoptère. Les feux pour une d'artifice, anecdote, les feux Les d'artifice, odeurs. j'en parle même pas. Les odeurs, C'est terrible, je crois. incroyable. une anecdote, en pleine nuit, un matin, classique, mon radio réveil sonne, il est l'heure d'aller au boulot, et d'un coup, je m'aperçois qu'il est en train de chercher quelque chose sous son oreiller, qui saute du lit, qui se met à plat ventre, qui explose mon radio réveil contre le mur. Et alors, j'ai pas compris tout de suite, un peu apeuré et tout. Quand on allait reparler, je lui dis, mais c'est quoi le problème ? C'était où là ? Et en fait, oui, c'était où ? Et il était pas là, il était sur base, et mon radio réveil, le son était l'alarme anti... Chicom. On appelait ça l'alarme anti-chicom. Voilà. Et c'était fou parce que c'était la même alarme. sur mon radio réveil. Là, ça a fait débloquer. Et en fait, j'ai cherché son arme sous l'oreiller, et puis après, t'as toutes les nuits, les cauchemars qui arrivent, les sueurs nocturnes ou quotidiennes. Mais toi, tu mets du temps à t'en rendre compte parce que, oui. En fait, nous, la problématique qu'on a, c'est que si on dit ça va pas, on avoue une faiblesse. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et on veut pas être faible. Notre boulot, on n'a pas à être faible. On veut être fort. Jamais on avouera qu'on a mal, jamais on avouera qu'on n'a pas été bon. On voudra toujours performer. On sera toujours là à se dire on est fort. Et donc se dire à un moment je suis faible, il y a quelque chose qui va pas, même si c'est incontrôlable, c'est pas de notre fait, c'est pas nous qui voulons que ce soit comme ça. C'est avouer ses faiblesses. Donc on met des années et des années, des fois à se dire, à accepter de pas bien aller. Et encore, là, je te parle dans des conditions optimales, j'ai envie de te dire, parce qu'il n'y a jamais eu de violence physique à mon égard, alors qu'on sait que certains post-traumatiques sont amenés à avoir des réactions violentes, verbalement, physiquement, avec leur famille. Moi, j'avais de l'hyperviolence, mais la chance de notre métier, c'est d'apprendre à nous maîtriser, donc j'ai toujours préféré taper sur une porte ou un mur. Casser la vaisselle. Que ça. Quand elle se rend compte, donc c'est quasiment 5 ans avant que moi je me rende compte, effectivement, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a un peu merdé, mais par contre, tout de suite, on me donne des outils, et moi, je me relance. Donc, je suis dans cette phase où ça repart, il n'y a aucun problème. On a soigné, entre guillemets, on a essayé de détecter ce qui allait pas, on voit comment mettre en place, et puis finalement, ça rentre dans l'ordre, et ce genre de choses. Et 5 ans plus tard, c'est effectivement, comme tu dis, là, c'est l'explosion totale, parce que le cerveau, il est trop touché, et en fait, la masse de traumatisme encaissé, là, en fait, mon cerveau, il pouvait plus l'encaisser. Il n'était plus capable de faire le tri, ou en tout cas capable de dire. Et donc, tu rentres effectivement dans cette spirale qui te fait perdre confiance en toi, qui fait que tu as honte de toi, parce qu'effectivement, à un moment, tu es face à des faiblesses, alors qu'on t'a appris à être fort, et puis qu'on t'a toujours dit, tu es dans les plus forts, bref, et tout ce qui va derrière. Donc, tu commences même à avoir honte de toi. Tu as peur de toi, parce que tu es hyper violent, parce que tu as une capacité à te dépasser et à faire des choses que le commun des mortels autour de toi ne fait pas. Ce que tu es capable de faire avec une voiture, avec un couteau ou avec n'importe quoi d'ailleurs entre les mains, eux, ils s'en rendent même pas compte. Donc, t'as cette peur de toi, t'as cette honte de toi, et là, tu commences à rentrer, je dirais, dans un état qui est compliqué, parce que tu viens de passer, effectivement, en plus, tu rentres dans un certain isolement, tu t'isoles, parce que tu ne te sens plus comme tes frères d'armes, tu ne te sens plus apte à appartenir à eux. Non, mais tu vois, il y a aussi un truc, c'est que c'est pour ça que c'est important que tu sois là et qu'on en parle avec la famille, parce que ce qui sera préservé, bizarrement, le plus, c'est le travail. Ça va péter à la maison, ça va péter dans le cercle familial, tu vas t'isoler de partout, tu parleras plus à personne, tu vas te couper de ta famille, etc. Et au travail, personne ne le verra. Personne ne le verra. Exactement, parce que c'est en fait, c'est l'excuse et la fuite facile.
Et si on revient au tout début de notre entretien, quand on parlait au service de la patrie, en fait, derrière cette excuse-là, l'opérateur, il peut aussi se cacher. C'est-à-dire qu'on ne viendra jamais remettre en question notre service. Bah ouais, il est pour l'intérêt suprême. Mais si à un moment je plonge au fond de moi-même, je peux me cacher derrière. Je peux dire à ma femme, alors que ça va pas du tout bien à la maison, bah non, il faut que je sois à 7h au boulot et je rentre à les 20h. Mais tu te rends pas compte de ce que j'ai à faire. C'est au service d'eux. Et donc, en fait, à un moment, effectivement, tu peux trouver... Et la seule fuite, d'ailleurs, qui t'est offerte, c'est ton boulot. Parce que si tu ne vois pas de solution en famille, si tu ne vois pas de solution dans le cercle plus élargi, la seule solution et le seul monde que tu connais et que tu maîtrises, c'est ton boulot. Tu sais comment on y mange, tu sais comment dire bonjour, tu sais comment te cacher, tu sais comment faire le dos rond, tu sais t'adapter à ça, parce qu'en plus, on te l'a appris. Et donc, effectivement, à un moment, le boulot devient un refuge, alors que c'est justement, en tout cas... ce qui t'a rendu mal. Et, voilà. Et qui, aujourd'hui, je dirais pour ma part, a été un moment d'être capable, justement, de décrocher tranquillement pour simplement, à un moment, prendre le temps de la réflexion et de la reconstruction, parce que clairement, c'est ça, l'acceptation déjà dans un premier temps et de la reconstruction derrière, et qui te permet après effectivement de remonter, de remonter en selle, parce que je pense que si c'est bien accompagné, si c'est bien travaillé, eh ben oui, on peut remonter en selle. Réemployable. Oui, je pense que si on prenait le cas des blessures physiques avec les gens qui ont perdu un membre, aujourd'hui on les voit dans les Invictus Games, on les voit dans des choses qui font que. Donc la blessure psychologique, pourquoi ça c'est serait comme pas une pareil, amputation, voilà. exactement. Et moi je considère que c'est repartir. Voilà. C'est comme une amputation. Mais voilà, pour la famille, c'est dur. Parce qu'il y a cette phase où toi, tu te renies, t'es comme ça, mais tu dis non, moi je suis pas comme ça, alors que tu pourris la vie de famille. Complètement. Ensuite, il va y avoir la phase... C'est la blessure qui pourrit la vie de famille. Mais bien sûr, mais son comportement qui est lié à la blessure, il pourrit, mais il veut même pas s'en rendre compte. Oui. Après, il va s'en rendre compte, et là, il va plonger. C'est là où généralement, tu as la grosse dépression, tu vas plonger, et là encore une fois, c'est dur pour la famille. Et puis, il faut remonter cette pente. Et si la famille, elle n'a pas tenu tout ça, remonter la pente, ça sera plus difficile. Voilà, je ne veux pas dire impossible, mais c'est encore plus dur. Il faut que la famille, elle soit informée. Il faut que la famille, elle arrive à comprendre ce que c'est. Il faut qu'elle y soit préparée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, fort de cette malheureuse expérience, tu as décidé d'en faire ta profession. J'ai décidé, non. C'est venu à moi naturellement. C'est-à-dire que dans cette recherche d'accompagnement, au mieux de mon conjoint qui était atteint de ce trouble, de ce syndrome, j'ai cherché en fait à l'accompagner au mieux, à avoir des clés, à essayer de comprendre. Alors déjà, l'information est très très importante. Tout ce qui va en fait être du domaine de la psychoéducation, c'est-à-dire qu'est-ce que le syndrome post-traumatique, comment il se révèle, quels sont les symptômes, par quelle phase émotionnelle la personne passe, et quel soutien on peut apporter, nous, extérieurs, et notamment conjoints, et même enfants, parce qu'eux aussi, ils ont leur rôle à jouer, et quel soutien on peut apporter à la personne que l'on aime et qui en souffre. Donc l'information est ultra importante. Mais il y a aussi derrière l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est trouver des outils. Trouver des outils, il y en a plein. Il faut trouver des outils qui nous conviennent à nous. Et moi, j'ai fait le tour de plein d'outils, dont la sophrologie, que j'ai découvert et qui, moi, m'a permis vraiment d'apprendre à gérer mon stress, d'apprendre à gérer mes émotions, en fait, de prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin de lui. C'est-à-dire que le voyant au plus mal, moi non plus, en fait, chacun dans sa vie a ses propres problèmes. Et à savoir qu'effectivement, je l'ai détecté un petit peu plus tôt et j'ai essayé de l'accompagner au mieux. Et aujourd'hui, j'ai développé cette sophrologie pour en faire mon métier, pour pouvoir accompagner justement toutes ces personnes qui souffrent de syndrome post-traumatique et surtout leurs familles. Surtout entourer les familles, les informer, les éduquer sur tous ces signes à comprendre
et à proposer des outils. Donc, tu en as plein. Moi, j'ai choisi la sophrologie parce que c'est celle qui m'a le plus touchée. Oui. Mais derrière, mais quelque pour autant, part, t'as plein on va de dire petits outils. l'information aux familles, tu peux très bien la donner aussi avec ton expérience. Ah, complètement. À côté, c'est ça aussi qu'il faudrait mettre en avant, c'est ce côté éducation de la base arrière, de la famille du militaire sur cette problématique-là. Tout mon rétex, voilà, pour ceux qui... Tu vas pouvoir, retour d'expérience, je suis tranquillement en train de le mettre en place, justement, pour pouvoir proposer des outils aux bases arrières et à toutes ces familles. Est-ce que tu penses que l'histoire, elle n'est pas belle ? Tu es rentré dans un lycée militaire pour être militaire. Tu n'as pas réussi à l'être. Toute ta vie, tu t'es mis en base arrière à faire du soutien pour un militaire. Et aujourd'hui, tu pourrais rendre à l'armée, tu pourrais rendre à une plus grande communauté de militaires toute cette aide. Disons que tu pourrais servir toute vraiment. Cette somme d'expérience, on va dire, au travers des missions, de l'absence, puis des traumatismes qui vont derrière. Oui, j'ai envie que ce soit utile. J'ai envie de fournir les outils que j'ai découverts qui ont été utiles, pratiques, efficaces pour faire face à ce stress, pour être une base arrière solide et une famille, en fait, unie et forte, si j'ose dire. Parce que ça passe pas que par moi non plus. Il y a tout un pan au niveau des enfants aussi qu'il faut mettre en place et évoluer et accompagner au mieux. Ce que j'ai pu voir aujourd'hui dans tout le travail qu'elle a fait d'un point de vue au début familial et puis maintenant qu'elle fait avec les autres, c'est qu'effectivement elle a ce côté pour le conjoint. Voilà, il y a vraiment pour le conjoint et les enfants cette éducation aux outils. Et après derrière, il y a ce travail effectivement qui va passer un peu de manière pluridisciplinaire. La sophrologie, alors après adepte, pas adepte en fonction, mais ce travail en tout cas qui est fait par cette matière-là en fait est ultra complémentaire justement à toute la part d'éducation et d'éducatif qui est faite sur ce domaine-là. Et puis après on y rajoutera, parce que pour notre part on reste des sportifs de haut niveau. Il faut c'est un un staff. peu la définition, donc effectivement aujourd'hui quand on regarde tous ces sportifs, ils te parlent d'un staff. Et aujourd'hui, ils ne parlent plus que d'un seul entraîneur, mais ils parlent bien d'un staff. Non, un sportif avec quasiment 7 pros autour de lui. Il faut que tu aies un médecin, donc, ils ont un médecin, ils ont kiné, des kinés, ils ont des ostéos, ils ont des préparateurs des coachs psychologues, mentaux et ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est... En tout cas, eux en parlent pour faire leur compétition. Nous, à l'avenir, il faut les mettre en place pour qu'on soit capable d'aller... que nos générations futures soient capables d'aller remplir ces missions le mieux possible. Mais par contre, dans la reconstruction, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce staff qui t'aide à te préparer, doit aussi être capable de t'aider à te réparer. Et tu as besoin de ce côté pluridisciplinaire. Mais sans éducatif, sans outils, effectivement, c'est très compliqué. Je trouve que c'est aujourd'hui, en tout cas, tout l'accompagnement qu'elle m'a amené au début, parce qu'elle a quand même quitté son métier, en fait, à un moment, pour être capable d'encaisser tout ce qui se passait. Ça, c'est vrai que on n'en a pas trop parlé, mais... elle a fallu qu'elle se reconvertisse pour être capable de travailler à la maison et d'être présente pour les enfants, parce qu'il faut assurer une situation complexe, et puis pour moi, parce que la situation elle est aussi très compliquée. Donc il y a eu un abandon de travail à l'extérieur. Donc en fait, il y a tout un écosystème familial qui est en train d'être totalement chamboulé. Et donc effectivement, il faut arriver à recréer quelque chose. Là où en plus, on est seul face à ça. Parce que déjà que quand on est militaire, famille de militaires, le regard des gens à l'extérieur est toujours très particulier. Mais alors là, quand on explique qu'en plus il est blessé, mais ça se voit pas. Mais ça se voit pas. Oui, mais là par exemple, c'est peut-être pas le bon moment. On a des anecdotes très marrantes de ça appelle à la maison, ou alors on a un rendez-vous, ou alors des choses pour des clubs extérieurs. Ah non, mais là il peut pas venir. Mais les gens psychologiquement, ils comprennent pas. Mais non, il vient de rentrer. Pourquoi il peut pas venir? Mais non, mais en fait, il peut pas venir. Donc là, pour le redire aux gens, en fait, si là, à ce moment-là, je me pointe dans cet événement, dans l'état psychologique dans lequel je suis passera mal pour hyper tout le monde. Vigilant. Voilà, je suis hyper vigilant, je suis hyper violent, je suis sur les gardes et sur les nerfs physiquement, donc il faut pas grand-chose. Alors si en plus vous vous retrouvez dans la soirée du rugby, dans lequel ça picole, et puis ça se met des grandes baffes, il y a un moment où le dérapage, il est quasi inévitable. Et donc effectivement, on va préférer se mettre en retrait et monter un peu, faire un sas, plutôt que de s'engager dans ce genre de choses. Donc oui, l'écosystème, il est totalement perturbé, chamboulé. Et
Et puis il faut se battre. Parce que pour le coup, c'est une bagarre. On en Quotidien. parle maintenant avec plus de détachement parce qu'il y a eu, Plus de recul. il y a eu énormément d'années de travail. Voilà. Moi, j'ai fait un choix qui reste mon choix. Et je crois que chaque opérateur à qui ça arrive doit être capable de faire son choix. Oui. Certains ont besoin d'être en arrêt de travail très longue durée, d'autres un peu moins longue durée. Certains vont retrouver un équilibre avec un semblant de, je dirais pas de mi-temps thérapeutique, mais de bienveillance de ses chefs quand il y en a. Elle n'est pas facile à trouver, mais il faut essayer de la trouver. Elle est effectivement très compliquée à mettre en œuvre en plus, parce que même au sein de notre propre institution, nos propres chefs qui, pour certains, n'ont pas le même temps passé d'opérateur et donc les mêmes charges émotionnelles encaissées. Et même eux, pour comprendre, c'est-à-dire que même au sein de notre propre univers, on a aussi des problèmes de compréhension par nos chefs. Donc voilà, tu as tout cet ensemble-là qui est très compliqué. Je pense qu'il faut prendre le temps de se poser et puis effectivement de bien se faire entourer, de bien se faire aider, quoi. Donc maintenant, tu es là pour aider les gens à comprendre. C'est une belle ambition, mais j'aimerais beaucoup pouvoir communiquer, partager tout ce que j'ai pu apprendre et vivre et donner des petits outils qui fonctionnent, enfin qui ont fonctionné pour moi, et être dans la recherche des outils qui fonctionneront pour les gens.